Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour la présentation de l'émission Enjeux qui sera consacrée à la situation au Sénat de la République 2 semaines avant l'entrée en fonction du président élu Jovenel Moïse. On parlera également de la prestation de serment de Donald Trump comme 45e président des États-Unis d'Amérique. Nos invités, le vice-président du Sénat de la République, le sénateur Jean-Marie Junior Salomon. Et pour l'investiture de Donald Trump, nous irons à Montréal pour interroger Dr Julien Tourelle, spécialiste des questions américaines. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Alors, comme annoncé, nous avons avec nous le sénateur Jean-Marie Junior Salomon. On va faire le point sur la situation au Sénat, parler de la situation globale du pays. Sénateur Salomon, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Bonsoir Rothschild, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de RFM. C'est pour moi un plaisir d'intervenir à l'émission aujourd'hui. Alors, sénateur Salomon, vous êtes très jeune, déjà vice-président du Sénat. On peut parler... quelle ascension quand même. Ouais, alors certains diraient que c'est une ascension vertigineuse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que bon chien chasse de race. Je suis issu d'une famille, je dirais, hautement politique. Et d'ailleurs, avant moi, il y a eu d'autres sénateurs Salomon, comme l'ancien sénateur Lysius Félicité Salomon Jeune, qui allait par la suite devenir président de la République. Donc, encore une fois, le poisson suit son courant. Alors, justement, j'imagine que vous êtes un peu centriste, vous représentez l'OPL au niveau du Sénat de la République, mais tout le monde dit que vous êtes un centriste. N'oubliez pas que l'OPL en soi, ouais, eh bien, c'est un parti politique du centre-gauche. Donc, je ne saurais ne pas suivre les lignes directives de mon parti. Et je pense qu'il faut aujourd'hui avoir cette culture de parti en Haïti. Donc, Jean-Marie Salomon n'est pas centriste au hasard. Et vous avez pu comprendre que à chaque fois qu'il y a quelque chose au niveau du Sénat de la République, je me suis positionné au juste milieu. J'évite toujours les deux extrêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont les deux extrêmes qu'il faut éviter afin qu'on puisse redémarrer. Parce que, d'une autre façon, et il faut aujourd'hui combattre la haine politique. Et je pense que en combattant la haine politique, on va finir par s'asseoir, ouais, bien, autour d'une même table pour discuter des affaires du pays. Alors, sénateur Salomon, il y a un problème en ce qui concerne les sénateurs, les députés. J'imagine que vous êtes hyper sollicités. Est-ce qu'il y a un problème au niveau du public pour maîtriser le rôle que vous avez, qui vous est dévolu par la Constitution haïtienne, la mission qui vous est dévolue par la Constitution haïtienne? Est-ce qu'il y a vraiment un problème de ce côté-là, on peut le dire? La mission première de tout parlementaire, c'est de légiférer. Donc, le parlementaire est, je dirais, foncièrement un législateur. Mais maintenant, il faut tenir compte, je dirais, de cette tendance en Haïti qui fait, ouais, bien, du député ou du sénateur de la République un agent de développement. Alors là, c'est le contexte socio-économique du pays, eh bien, qui fait du sénateur ou du député, un agent de développement. Alors, ça vous met dans une situation extrêmement difficile. Parfois, on se demande, est-ce que le sénateur de la République, est-ce que le député du peuple, il doit se mettre dans la peau du maire, dans la peau du CASEC, parce que on pense que vous pouvez tout faire. Et même quand vous êtes un grand tribun, vous défendez les intérêts supérieurs de la nation, mais si vous ne faites pas, en quelque sorte, des œuvres sociales, on dirait que vous ne représentez absolument rien sur l'échiquier politique en tant que parlementaire. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir combattre cette tendance. Sinon, eh bien, bien sûr, nous allons quand même rater cette vocation qui nous est dévolue par la Constitution. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, donc tout le monde vous sollicite en tant que sénateur, en tant que député. Oui, et c'est parfois on est non seulement en quelque sorte contraint de faire ci, de faire ça, et c'est une sorte de harcèlement. On est harcelé.
parfois par les mandants, et quelqu'un, voyez bien, à ses parents qui sont décédés, le sénateur rapidement doit intervenir. Et pour l'accouchement de sa femme, voyez bien, le mandant, il sollicite le sénateur de la République. Et je vais vous dire, c'est pas un problème le fait qu'on soit sollicité. Mais il faut pas que les gens se mettent en tête, voyez bien, que le parlementaire, c'est quelqu'un qui est riche. Automatiquement qu'on est sénateur, qu'on est député, on a de l'argent. Et parfois, ça pousse certains parlementaires à aller au-delà de leur attribution. Et il y en a même qui se laissent aller dans le spirale de la corruption. Et c'est ça qu'il faut éviter. Alors moi, en tant que jeune sénateur, je vis cette réalité et j'essaie au maximum de faire en sorte que je sois au-dessus de la mêlée. Parce que même quand je suis sollicité par les mandants, pour que, voyez bien, je leur vienne en aide, mais je dois éviter aussi que, voyez bien, je pratique la corruption et que je sois vassalisé par un certain secteur. Et vous allez pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, certains parlementaires ont des patrons. Comment comprendre que vous êtes sénateur de la République et que, voyez bien, vous soyez dans cette situation d'avoir un patron? Si vous n'avez pas un patron qui puisse vous aider, afin que vous puissiez, en quelque sorte, survenir aux besoins des mandants, eh bien, vous n'allez pas pouvoir, eh bien, nager tout en ayant la tête hors de l'eau. Donc ça crée un problème très important, on peut le dire, pour cette institution prestigieuse que représente le Sénat de la République. Et c'est pourquoi, cette semaine, vous avez pu remarquer, j'ai fait une déclaration, je dirais, fracassante, dans la mesure où j'ai demandé, voyez bien, que le Sénat de la République puisse redorer son blason. Il faut que le Sénat de la République, en tant qu'institution prestigieuse et co-dépositaire de la souveraineté nationale, retrouve ses lettres de noblesse. Et j'exhorte aussi les mandants à ne pas voter, voyez bien, à ne pas faire en sorte qu'il soit représenté par n'importe qui. Parce que, écoutez, si le Sénat, voyez bien, c'est une institution aussi prestigieuse, n'importe qui ne peut pas être sénateur. Alors, maintenant, les critères d'éligibilité, il faut venir avec, quoique la Constitution soit claire là-dessus, et la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit que, bon, il n'y a pas de discrimination, tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit. Mais je pense qu'il faut mettre certaines balises. Il faut mettre certaines balises. Dans la mesure où aujourd'hui, eh bien, l'honorabilité de la fonction parlementaire est dénaturée. Et comment ? Dénaturée dans le sens qu'aujourd'hui, eh bien, quelqu'un, par exemple, qui aurait dû être en prison, quelqu'un, par exemple, qui aurait dû être paria de la société, aujourd'hui, se permet, voyez bien, d'être sénateur. Et parfois, ce sont ces gens-là qui ont pignon sur rue. Voyez bien. Donc, je suis à me demander, est-ce que c'est à cause de la misère qui sévit en Haïti? On dit souvent que la misère est mauvaise conseillère. Donc, les gens n'arrivent pas à comprendre que, au niveau du Parlement, on peut pas faire en sorte que n'importe qui soit député ou sénateur. Et je pense qu'aujourd'hui, pour être éligible, c'est vrai, il y a les conditions réunies, mais il faut qu'il y ait des critères. Il faut critérier, en quelque sorte, la fonction parlementaire en Haïti, tout comme ça se fait au Canada, ça se fait en France, aux États-Unis. Parce que vous savez, il n'y a pas de pouvoir qui soit supérieur à un autre pouvoir, mais je pense que le pouvoir législatif en soi, est le premier des pouvoirs. Et d'ailleurs, et comme on dit chez nous, qui veut son respect se le procure. Et vous imaginez par exemple, le Sénat de la République est tellement décrié que même quand on arrive à convoquer ou interpeller un ministre, vous voyez bien, l'invitation ou la convocation ou l'interpellation est pratiquement boudée. Donc, tout ça explique dans quelle situation aujourd'hui nous sommes au niveau du Parlement, particulièrement au niveau du Sénat de la République. Donc, il faut faire en sorte, voyez bien, qu'on redynamise la fonction parlementaire afin que lorsqu'on dit de vous un honorable sénateur, un honorable député, eh bien, on voit que vous êtes digne du nom. Alors, il faut parler seulement des ministres qui sont invités et convoqués au Sénat de la République, qui ne répondent pas à l'appel, qui boudent pratiquement ces invitations. Comment vous êtes en train de vivre ça comme sénateur de la République? C'est écœurant et je peux même dire que c'est aberrant. Je ne veux pas dire que c'est humiliant, parce que aujourd'hui, nous ne sommes plus des spectateurs, nous sommes des acteurs. Donc, il ne revient pas à un sénateur de la République, à un législateur de se plaindre. Mais vous savez, ce que dit la Constitution? La Constitution dit que
le droit de questionner et d'interpréter un membre du gouvernement ou le gouvernement tout entier sur les faits et actes de l'administration est reconnu à tout membre des deux chambres. Et on dit que, c'est l'article 129.3, la demande d'interpellation doit être appuyée par 5 membres du corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce corps. C'est vrai, et le Sénat, et c'est une assemblée politique, mais je pense que c'est une sorte d'inélégance, le fait par un ministre de bouder, voyez bien, soit une invitation, une convocation, et même une interpellation. Parce que vous savez, aujourd'hui, il faut quand même donner des exemples. Et le fait qu'un ministre boude une convocation par des sénateurs ou des députés, eh bien, à mon humble avis, et c'est quand même un très mauvais précédent qui pourrait coûter cher à l'avenir politique du dit ministre. Et parce que vous savez, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est à nous de donner l'exemple et de faire en sorte que nos institutions soient respectées à travers le monde. Et vous avez pu voir ce qui a pu se passer avec un sénateur élu. Donc, c'est des choses, par exemple, qu'il faut rapidement corriger. Parce que qui veut son respect se le procure. Et je pense qu'aujourd'hui, à partir de ce qui s'est passé au niveau du Sénat de la République, en tant que vice-président du Grand Corps, je pense qu'il est extrêmement important pour que rapidement, il y ait une résolution du Sénat. Une résolution qui sera signifiée au gouvernement et que plus jamais cela ne se répète, afin que demain, voyez bien, un ministre saura, voyez bien que, dès qu'il est convoqué ou interpellé, il doit rapidement se présenter à l'hémicycle. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le Sénat, c'est une assemblée politique. Vous savez très bien que la politique, c'est à la fois un jeu d'intérêts et un rapport de force. Et je ne vais pas acculer, en quelque sorte, certains collègues faisant partie du bureau. Vous imaginez, hier, il y a eu 2 membres du bureau, voyez bien, à ne pas se présenter, à infirmer le quorum. Et je pense que ça, c'est pas une bonne note. Et surtout, et on veut en quelque sorte un nouveau départ, on veut redémarrer sur des chapeaux de roue. De ce fait, il faut envoyer des signaux clairs à la population pour montrer que la première année législative ou la 50e législature a été un fiasco. Il faut que la deuxième année législature, et disons législative, puisse être différente. Et pour que cette année législative soit différente, il va falloir que certains sénateurs, changent de comportement. Et j'exhorte encore une fois certains collègues de l'opposition, alors l'opposition qui se dessine par rapport au prochain pouvoir, de comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de nous mettre ensemble autour d'une même table. Comme a dit l'autre Martin Luther King Jr., si nous ne voulons pas vivre ensemble comme des frères, nous périrons tous comme des idiots. C'est le message. Alors, Sénateur Salomon, vous dites dans le cas de ces 2 ministres, donc vous êtes partisan de l'adoption d'une résolution qui pourrait résoudre le problème. Mais on peut rien faire au ministre, parce que s'il y a pas de séance. La résolution, vous savez, n'a aucune force contraignante. Et nonobstant, et ça, il faut comprendre que, au moins dans les archives, dans les annales de l'histoire, on dira que tel ministre, a été interpellé et il ne s'est pas présenté. Mais voilà ce qui reste. Voyez bien, et ça aura été une tâche indélébile pour un ministre. Par exemple, lorsqu'on dira dans l'histoire que vous avez interpellé, vous ne vous êtes pas présenté, et il y a eu une résolution, qui a été prise à votre rencontre, quand même. Donc, même pour le CV du ministre, ça fera pas quand même bonne chose, bonne impression. Alors, vous faites partie du nouveau bureau du Sénat de la République. Vous étiez premier secrétaire, maintenant vous êtes vice-président du Sénat. Et là, vous dites que le Sénat souhaite démarrer ce chapeau de roue. Vous souhaitez une dynamisation du Sénat de la République parce que l'année dernière, le bilan n'a pas été positif. Alors, comment vous allez vous y prendre ? Ouais, l'année dernière, le bilan a été catastrophique. Ça a été un bilan très maigre. Et vous savez, quand on dit qu'il faut redémarrer sur les chapeaux de roue, c'est pas une campagne de charme. D'ailleurs, on est passé de la parole aux actes, puisque mardi dernier, nous avons eu notre première séance au niveau du Sénat et il y a eu des lois qui ont été votées, telles que par exemple sur la fortification des aliments en micronutriments, sur la protection des emblèmes comme Croix-Rouge, Croissant-Rouge, etc. Donc, ce sont des signaux clairs pour dire à la population, aujourd'hui, les sénateurs de la République veulent, en quelque sorte, présenter une autre image, du Grand Corps. Et je pense que encore une fois, mercredi, on a eu séance. Malheureusement, hier, il y a eu quand même l'avortement de la séance d'interpellation. Mais on va continuer. Parce que vous savez,
les grandes batailles de la vie ne sont pas toujours gagnées par les plus forts ou les plus robustes, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Donc, nous allons continuer, nous allons persister, nous allons insister et faire en sorte que cette année, voyez bien, législative soit une année fructueuse et une année, je dirais, de productivité. Et parce que, sincèrement, il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons presque raté notre vocation parlementaire, vu le comportement de certains collègues, mais quand même, on ne perd pas espoir. Il faut aller, continuer à aller, de manière à ce que, je dirais, Haïti, change réellement. Parce que pour qu'Haïti change, il faut que l'homme haïtien change d'abord. Alors, certes, seulement, bien sûr, le président de la République mettra serment le 7 février prochain. Il va présenter des projets de loi au niveau du Sénat de la République, au niveau du Parlement. Mais vous-même, en tant que sénateur de la République, au Sénat de la République, quels sont les points sur lesquels vous souhaiteriez ou bien vous allez travailler? Est-ce qu'il y a des projets de loi très importants qui seront bientôt présentés? Je crois qu'aujourd'hui, si on veut effectivement changer les choses en Haïti, il faut d'abord penser à, en quelque sorte, revigorer nos institutions. Il faut, en quelque sorte, institutionnaliser, la démocratie proprement dite en Haïti. Et vous savez aussi que la justice de ce pays, il faut tenir compte de la justice. Parce que aucun pays au monde ne peut prétendre aller de l'avant si le système judiciaire, qui fonctionne, n'est pas à point. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un système judiciaire extrêmement moribond et on a l'impression que la justice haïtienne, c'est comme cette toile d'araignée qui attrape les petites mouches et laisse passer les grosses. L'impunité, c'est quand même un cancer qui gangrène la société haïtienne. La corruption, qui est devenue notre sport national, entre guillemets. Donc je pense que là, ce sont des signaux clairs qu'il faut envoyer. Donc le prochain gouvernement doit s'atteler et faire en sorte que, il y a le système judiciaire qui sera renforcé. 2, l'agriculture. Parce que Haïti a raté sa vocation. Nous avons étudié dans certains bouquins que Haïti est un pays essentiellement à vocation agricole, mais quel est le niveau de notre agriculture? Je pense aussi à l'environnement. On a un environnement pratiquement dégradé. Donc, tout est à refaire dans ce pays, mais il faut qu'il y ait des priorités. Et je pense que la justice, l'éducation, la santé, l'environnement, l'agriculture, ce sont des points, en quelque sorte, culminants qu'il faut atteindre. Et ce sont des conditions sine qua non aussi pour redémarrer. Il y a quand même des lois en souffrance au niveau du Parlement haïtien. Il y a des secteurs qui disent il faut quand même revisiter la Constitution, tout ça. Donc des lois à adopter sur le plan économique pour booster l'économie nationale. Est-ce que ce sont vraiment de véritables priorités pour vous, membres de l'actuel bureau? Oui, c'est les priorités, mais laissez-moi vous dire, Rothschild, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il y a quand même autre chose à faire bien avant, parce que les lois sont là. On a beaucoup de lois en Haïti, mais c'est leur application. Et c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure du renforcement de la justice dans ce pays. Il faut que les lois soient appliquées. Et il faut aussi qu'il y ait un régime fort. Je vais vous dire, par exemple, est-ce qu'on peut avoir d'investissement en Haïti si la stabilité politique n'est pas garantie? Donc, il ne peut pas y avoir d'investissement s'il y a l'insécurité. Maintenant, comment combattre l'insécurité? Certes, il faut renforcer la justice. Mais, deuxièmement, la Constitution aussi doit être amendée. Mais amender la Constitution, il y a une procédure à suivre. Et c'est pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas envisager aujourd'hui qu'il y ait, alors certains et peut-être vont être étonnés, le retour de la peine de mort. La peine de mort, ce n'est pas, je dirais, un retour en arrière, si vous me passez ce pléonasme. Non, c'est pas un retour, voyez bien, à l'ancien temps. Mais, aux grands mots, les grands remèdes. Il faut qu'il y ait des exceptions. Et à partir, voyez bien, de l'application de la peine de mort, dans certains cas bien spécifiques, on va pouvoir avoir le contrôle de la situation, surtout en matière sécuritaire. Et vous savez, d'ailleurs, avec la faiblesse de notre système judiciaire, très souvent, les bandits sont arrêtés, mais ils sont vite relâchés par des magistrats corrompus. Des magistrats corrompus qu'il faut aussi mettre sous les verrous. Et le premier geste qui sera fait à ce sujet, la première personne qui sera exécutée sur la place publique, vous allez voir que ça va marcher parce que, et d'ailleurs, je suis juriste et légaliste aussi, mais vous savez, il y a un principe sine qua non qui dit que la peine de l'un constitue la crainte de l'autre. Donc là, vous souhaiteriez qu'on revienne avec la peine de mort qui est abolie par la Constitution haïtienne? Dans certains cas bien précis. Alors,
comme je vous dis, aux grands mots, les grands remèdes. Les États-Unis prétendent être la première démocratie du monde. Mais vous savez, la peine de mort dans certains États, ça existe. Alors peut-être que des gens se diront que le sénateur Salomon est un peu cynique. Mais non, je ne suis pas cynique. Je parle en tant qu'homme d'État, en tant que responsable. Parce que, vous savez, nous sommes arrivés aujourd'hui à un point de non-retour en Haïti. Et on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas aller au-delà. Et pour remonter la pente, il y a certains efforts qui méritent d'être faits. Donc le fait de dire qu'il faut qu'il y ait le retour de la peine de mort, dans certains cas bien précis, eh bien, je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Parce que, vous savez, aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas ce que les autres pensent de nous, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que ça va être bénéfique à l'avenir de ce pays? Mais quand même, pour rétablir la peine de mort, si vous voulez, il faut quand même une justice en qui on peut faire confiance. Oui. En qui on a confiance, quoi. Bien sûr. Et c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de cette histoire de renforcement du système judiciaire. Vous savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment comprendre que des magistrats corrompus, eh bien, envahissent notre système judiciaire? Et c'est un système qui est pris en otage pratiquement. Et très souvent, vous entendez la police nationale se plaindre. On procède à l'arrestation des bandits et rapidement, ils sont vite relâchés. Mais par qui? C'est par les magistrats. Étant donné que le poisson pourrit par la tête, eh bien là, on va commencer à faire le nettoyage, le coup de balai au sein même du système judiciaire. Parce que pour vaincre Rome, il faut attaquer Rome à l'intérieur même de Rome. Donc vous dites qu'il est important de revisiter le système judiciaire en Haïti, notamment combattre la corruption au sein des magistrats. La corruption, l'impunité. Et je vous dis encore, charité bien ordonnée commence par soi-même. Le jour, Rothschild, où l'on prend les choses bien, en considération dans notre pays, où l'on décide à faire vraiment bien, des changements dans ce pays, on va pouvoir respirer un peu. Aujourd'hui, nous mettons trop de virgules là où il faut mettre un point final. On ne fait que parler, pour ne rien dire. Il faut passer de la parole aux actes. Et à partir de ce moment, vous allez pouvoir remarquer qu'il va y avoir un certain changement qui s'opère au niveau du pays. Et c'est pourquoi, étant donné que le pouvoir législatif, c'est quand même l'un des 3 grands pouvoirs de ce pays, donc j'exhorte encore mes collègues sénateurs à faire montre d'une certaine sérénité, d'un certain sérieux. Et c'est à nous autres parlementaires de donner le temps. Et nous sommes en train de donner le temps. Avec le nouveau bureau, et j'insiste, quand vous avez par exemple un jeune sénateur de la République de la trempe de Jean-Marie Salomon comme vice-président, on peut quand même s'attendre à plein de choses. Et je pense que le nouveau président, on travaille de pair pour que d'abord, eh bien, il y ait une certaine sérénité au niveau du Grand Corps, mais qu'on donne l'exemple. Et nous sommes en train de donner l'exemple. Alors, sénateur Salomon, donc, pour venir sur la passation prochaine du pouvoir en Haïti, il y a 4 sénateurs qui avaient écrit, adressé une correspondance au bureau pour souhaiter que le dossier de Jovenel Moïse au niveau de l'UCREF soit bouclé avant d'entamer et d'initier la procédure en ce qui concerne la passation des pouvoirs. Et je vois que cette demande a été rejetée par le bureau. Nissa et Saget eut à dire que chaque bourrique braie dans son pâturage. Et Montesquieu, dans l'esprit des lois, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de la séparation des 3 pouvoirs. C'est vrai, on dit que le pouvoir arrête le pouvoir, mais je pense qu'un pouvoir ne peut pas s'immiscer dans l'attribution de l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons le pouvoir judiciaire, donc il revient à la justice de faire son travail. Le pouvoir législatif n'a pas à s'immiscer dans les affaires judiciaires. Et les 4 sénateurs qui ont, en quelque sorte, signé cette correspondance, c'est leur droit le plus entier. D'ailleurs, on est en politique. La politique est un rapport de force. Donc, on a pu comprendre, ces messieurs, ces collègues parlementaires, c'est leur droit le plus entier. Mais, au niveau du Grand Corps, eh bien, on est clair, il faut que la justice fasse son travail. Et nous n'avons pas à nous immiscer dans les affaires de la justice. Donc, cette demande n'est pas considérée par le bureau du Sénat de la République. Mais techniquement, est-ce que ces 4 sénateurs, est-ce qu'ils ont quand même une marge de manœuvre pour empêcher la tenue de cette séance? Je pense que une fois que le président élu prête serment, il bénéficie d'une certaine immunité. Et si
bénéficient d'une certaine immunité. Donc, pour moi, c'est quand même chercher midi à 14 heures. Donc, tout ce qui peut être fait, c'est avant l'investiture de M. Jovenel. Si la justice a quelque chose à lui reprocher, que la justice fasse son travail. Et je pense qu'il revient aux différents maillons de la chaîne pénale de faire en sorte que la vérité éclate dans ce dossier. Parce que j'apprécie quand même la démarche des 4 sénateurs. Et ça prouve effectivement que démocratie Tessimain, démocratie abdonnée. Donc c'est-à-dire, la démocratie quand même est en bonne santé en Haïti. 4 sénateurs osent demander, à ce qu'un président soit empêché dans son investiture. Je pense que là, il fut un temps, on pouvait le faire. Donc c'est bon signe. Donc, en quelque sorte, la santé démocratique du pays est bonne. Mais, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Quelle est la faisabilité, de ce que prétendent faire les 4 collègues sénateurs? Donc, encore une fois, c'est leur droit le plus entier. Et moi, j'apprécie la démarche. Mais maintenant, quitte à savoir, est-ce qu'ils obtiendront gain de cause? Alors, est-ce que ces 4 sénateurs peuvent faire dérailler le processus justement visant à la prestation de serment du président élu de la République, Jovenel Moïse? Nous sommes 20 sénateurs au niveau du Grand Corps pour l'instant. On devait être 22, mais avec M. Guy Philippe et M. Gelin, et donc je pense qu'on est 20. Et puisqu'on est 20, il faut 16 sénateurs, pour qu'il y ait quorum. Maintenant, 20 moins 4, ça donne 16. Maintenant, il revient au quatuor, de trouver, un 5e sénateur, un autre larron, qui pourrait, en quelque sorte, boycotter la séance. Et à partir de là, quand même, il va pouvoir mettre du bâton dans les roues du prochain président. Comment une telle décision pourrait-elle être perçue sur le plan démocratique? Parce que le président, il a été élu par la population, il doit prêter serment, il doit diriger. Même quand il a été élu par le peuple. Mais la justice doit faire son travail. Nul n'est au-dessus de la loi. Nobody is above the law. La loi est une pour tous. Et même quand il aurait été président de la République, il y a des procédures spéciales qui pourraient le contraindre à laisser le pouvoir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en Haïti, il faut quand même donner le temps et montrer à la face du monde que nous autres aussi, nous sommes capables de dynamiser notre démocratie et que, par exemple, lorsqu'on est président de la République d'ailleurs, et on n'est pas un tout-puissant, on n'est pas un empereur, un roi. Et j'ai cette proposition de loi sur, je dirais, le statut, du chef de l'État en Haïti. On fait du président de la République un mineur. Non, il faut repenser les choses. Et cette proposition de loi sur le statut du président de la République, on va redéfinir. On va redéfinir. Alors, comme je vous dis, on espère que tout se passe bien et le 7 février, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est que Haïti a trop souffert. Après le passage de l'ouragan Mathieu, et donc le pays, en quelque sorte, aujourd'hui connaît des jours extrêmement néfastes, des jours sombres. Donc on ne peut pas aller au-delà, parce qu'il y a une misère atroce dans ce pays, au Chili. Et je vais vous dire, comme jeune sénateur de la République, non seulement je suis très sollicité, mais les gens vivent dans la grâce. Et ce que nous sommes en train de constater, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Okay? Donc la misère en Haïti est beaucoup plus profonde qu'on la voit. Et je dis souvent que ce que nous sommes en train de vivre en Haïti n'est que le symptôme d'une maladie beaucoup plus dangereuse. Donc, techniquement, ces sénateurs, avec 16 sénateurs, la séance va pouvoir se tenir et Jovenel Moïse, le président élu, il pourra prêter serment sans problème. C'est le cas de figure. Souhaitons qu'il n'y ait pas un 5e larron. Sinon, on sera dans de beaux draps. Mais je pense pas que l'initiative ou encore, l'objectif, c'est de boycotter la prestation de serment de M. Jovenel Moïse. Je pense pas. Et je me souviens de ces 6 sénateurs, le fameux groupe des 6. Vous avez pu comprendre quel a été leur sort? Ils ont tous été
aux élections. Pas un d'entre eux n'a été réélu. Le Bab Kamaradou prend du feu, on met de port à la trappe. Aujourd'hui, la population haïtienne en a marre. La souffrance est telle que le peuple aujourd'hui ne peut pas continuer à souffrir. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un, ouais bien, pour cracher sur la nourriture qu'il ne peut pas manger, le peuple prend note. C'est vrai, la politique est un rapport de force. Mais il ne faut pas jouer non plus le rôle d'un trouble-fête. Je ne peux pas manger, m'a gâté. Non. Si vous jouez le rôle de trouble-fête, quelqu'un qui crache sur la nourriture qu'il ne peut pas manger, encore une fois, le peuple prend note. Et vous savez, le verdict de la société est sans appel. Le verdict de la société est sans appel. C'est pourquoi la classe politique a échoué. C'est pourquoi la classe politique haïtienne a échoué. Parce que nous ne faisons que commettre les mêmes erreurs. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Et entre-temps, Rothschild, en parlant de l'échec de la classe politique haïtienne, je pense qu'aujourd'hui, comme jeune sénateur de la République, je crois opportun de prôner aujourd'hui l'émergence d'une nouvelle classe politique en Haïti, sans mettre de côté les aînés. Il faut combattre la gérontocratie politique en Haïti. Et la gérontocratie politique, vous savez, ça fait quand même un grand mal à la jeunesse de ce pays. Et la jeunesse haïtienne doit se réveiller. Doit se réveiller. Et à chaque fois que je prends la parole, je dis souvent, je suis le porte-étendard, le porte-flambeau de cette jeunesse, qui trop longtemps a été écartée des grandes décisions du pays. Et j'exhorte d'autres jeunes à suivre les traces du jeune sénateur Salomon, parce que on est plus de 60% de la population. Donc, l'évolution d'un pays, le développement économique et social d'un pays ne peut se faire sans la participation de sa grande majorité. Vous pensez que c'est un message très clair qui a été lancé par la population haïtienne et aux politiques? Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être qu'ils ont mené le bon combat. Mais je vous dis encore, la misère est mauvaise conseillère. Ventre affamé n'a point d'oreille. Trop de théorie, un peu de pratique aujourd'hui. Comment faire pour faire sortir Haïti de ce marasme, de ce bourbier politique économique? Certes, vous défendez les intérêts du peuple. Mais écoutez, il y a le primum vivere. Le primum vivere, en philosophie, on disait primum vivere deinde philosophare. On peut avoir beau dire, mais cependant, il faut tenir compte de la misère du peuple. Et je pense que le groupe des 6, quand même, qui, à mon humble avis, a mené le bon combat, mais c'était peine perdue. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, le gros peuple a besoin d'autre chose. De quoi se nourrir, se vêtir, d'envoyer leurs enfants à l'école, avoir une maison décente. Et le quatuor qui s'annonce au niveau du Sénat de la République doit prendre comme exemple le groupe des 6. Un groupe de 4 sénateurs, déjà qui annonce les couleurs par rapport au prochain pouvoir. Mais en retour, quel sera le choc? Quel sera le prix à payer? Pour ces 4 sénateurs. Alors, Jovenel Moïse, il va prêter serment le 7 février prochain. Comment vous voyez l'avenir, la collaboration entre le Parlement et l'exécutif, justement, en ce qui concerne le respect des deux pouvoirs, le respect mutuel, quoi? Je vais peut-être pas vendre la mèche. Alors, je ne suis pas dans la cuisine, mais je suis un peu dans le secret des dieux. Le président élu, je crois pouvoir constater qu'il y ait chez lui une certaine sincérité politique. À travers ses dires, on voit que c'est quelqu'un qui veut, en quelque sorte, collaborer et faire en sorte qu'il y ait une harmonisation entre le législatif et l'exécutif. D'ailleurs, nous nous sommes assis à plusieurs reprises, nous
l'avons écouté avec beaucoup d'attention et on a mis sur le tapis, voyez bien, je dirais les grandes priorités, voyez bien, du prochain gouvernement. Donc on sent déjà, déjà, il va y avoir une parfaite collaboration entre le président Jovenel et le pouvoir législatif. Mais je crains une chose. Peut-on arriver à faire fonctionner le Sénat? Il faut qu'il y ait une majorité fonctionnelle. C'est pourquoi aujourd'hui, avec 20 sénateurs, le quorum est fragile. Et d'abord, il faudrait qu'il y ait une campagne de charme de l'exécutif par rapport au pouvoir législatif. Et à partir de cette campagne de charme, le président de la République va pouvoir, en quelque sorte, mener à bon port le pays et éviter qu'il y ait des tumultes, comme cela a été le cas avec le président Martelly, qui a connu, je dirais, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, avec cette opposition, à tout moment, des manifestations de rue, parfois des manifestations, je dirais, spontanées. Et ça n'a pas fait quand même les beaux jours du président Martelly. J'aurais pas aimé que M. Jovenel soit dans cette même situation, dans ce pétrin. Parce que là encore, il faut qu'il y ait un minimum de stabilité. Et pour créer cette stabilité politique, il va falloir que les pouvoirs, en quelque sorte, s'asseyent entre eux. Donc vous pensez qu'il est important que le président élu de la République arrive à construire cette majorité, notamment au niveau du Sénat de la République. Il y a quand même beaucoup de sénateurs qui sont issus du PHTK et alliés, donc ils sont là. Mais vous pensez qu'il est absolument nécessaire à ce que cette majorité solide soit dégagée et constituée? C'est la condition sine qua non. Il est impératif pour le pouvoir exécutif qu'il y ait cette majorité fonctionnelle au niveau du grand corps, particulièrement au niveau du Parlement. Mais vous savez, cela ne veut pas dire qu'il faut que le Parlement soit vassalisé. Non. Quand je parle de majorité fonctionnelle au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des députés, pour que l'exécutif puisse livrer la marchandise, cela ne veut pas dire, voyez bien, que le Sénat doit être vassalisé, qu'on va avoir des sénateurs, entre guillemets, sous-sous. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est opportun pour que les Haïtiens rapatrient la crise haïtienne. Haïti aux Haïtiens. C'est le slogan. Et pour cela, il faut qu'il y ait, une harmonisation entre les différents pouvoirs, particulièrement entre l'exécutif et le législatif, qui, à mon humble avis, ce sont les fers de lance de ce redémarrage. Donc, comment, selon vous, on pourrait éviter aussi à ce que des parlementaires essaient quand même de jouer le rôle de l'exécutif? C'est-à-dire s'immiscer dans la gestion, dans la désignation de responsables d'État. Comment atteindre cet équilibre, selon vous, sénateur Salomon? Le prochain gouvernement, avec en tête, bien sûr, un Premier ministre rassembleur, doit être le reflet de l'ensemble des tendances politiques au niveau du Parlement. D'ailleurs, vous savez très bien que le gouvernement, c'est l'émanation, en quelque sorte, du pouvoir législatif. Et la désignation du prochain Premier ministre doit se faire à tête reposée. À tête reposée. Et ça aurait été mieux que cela se fasse de commun accord avec le pouvoir législatif. C'est vrai, le chef de l'État, le président de la République, il a toute une marge de manœuvre pour, en quelque sorte, choisir son Premier ministre. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un dépassement de soi. Et c'est ce dépassement de soi qui va favoriser, cet élan de fraternité entre les sénateurs et les futurs ministres. Alors, dans les couloirs du Parlement, on dit qu'il y a peut-être des parlementaires qui seraient Premier ministrables, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que ça se discute au niveau du Parlement? J'ai même entendu citer le nom de l'actuel président de la Chambre des députés. Les rumeurs ont des ailes, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Ce n'est pas impossible. Ok, ce n'est pas impossible. C'est quand même des éventualités. Et il faut s'attendre à toute éventualité. Et à mon humble avis, si
s'agirait, voyez bien, d'avoir un député comme Premier ministre désigné, ça fera l'affaire, dans la mesure où, eh bien, et quand même, il n'y aura pas grand-chose à faire pour que, eh bien, ce choix soit ratifié. Alors, quand il arrivera à la tête de la primature, comment justement rétablir cet équilibre? Voilà, c'est plus le député qui est là, il est le représentant du pouvoir exécutif et non un membre du Parlement haïtien. Comment établir un tel équilibre selon vous si le président arriverait quand même à désigner un parlementaire comme Premier ministre? Tout dépendra, ouais, bien, de la façon dont le Premier ministre désigné et ratifié comprendra les choses. Et le fait qu'il s'agit d'un député ou d'un sénateur comme Premier ministre désigné, cela ne veut pas dire que ça va constituer, je dirais, un échec. Non. Parce que, certes, il faut voir d'abord, eh bien, la politique qui sera prise en compte. Quelle sera, je dirais, la politique générale et voyez bien, du futur Premier ministre. Et à partir de là, quelle sera la collaboration qui sera apportée, soit au niveau du Parlement, et pour que, effectivement, les choses aillent comme sur des roulettes. Et comme je disais tout à l'heure, et je le répète, il faut que le choix du prochain Premier ministre, voyez bien, se fasse dans la sérénité, avec un certain calme. Et je vois en M. Jovenel Moïse quelqu'un, eh bien, qui entend, quelqu'un qui écoute, et je pense que déjà c'est une sorte de sagesse, et avec cette sagesse politique, eh bien, on va pouvoir trouver un Premier ministre capable, eh bien, de diriger, je dirais, sans passion, sans haine, et là, ce sera au bénéfice du pays tout entier. Donc là, au niveau du Sénat, vous êtes prêts à collaborer dans le respect mutuel avec le prochain président de la République, Jovenel Moïse, qui sera en poste à partir du 7 février. Déjà, il y a des signaux clairs qui ont été envoyés. Donc, le fait pour nous de nous asseoir avec le président élu, c'est déjà bon signe. Et comme on dit chez nous, pour qu'on ait ainsi dimanche à belle, depuis vendredi, où est ça? Donc, chez nous, je pense que les proverbes ont leur grande importance et ce sont quand même des choses qui nous permettent d'avancer. Donc, la collaboration au niveau du Grand Corps, particulièrement en ce qui concerne le sénateur Salomon, et ça existe déjà. Mais il faut qu'il y ait une certaine franchise. Parce que très souvent, et nous nous sommes assis, mais nous n'avons pas, vous voyez bien, la possibilité de nous regarder dans les yeux. Donc cette hypocrisie politique, il faut quand même la chasser. Et il faut combattre cette hypocrisie politique aujourd'hui. Donc chaque Haïtien considère, vous voyez bien, son compatriote comme un ennemi. Non. Je pense qu'aujourd'hui, même quand on est des adversaires politiques, mais il ne faut pas se considérer comme étant des ennemis. Alors pour terminer, sénateur Jean-Marie Junior Salomon, donc vous êtes très optimiste en ce qui concerne cette année législative et aussi le prochain président qui arrive le 7 février. Il ne faut pas être fataliste. Et puisqu'il ne faut pas être fataliste, moi, je suis très, très optimiste. Je crois en l'avenir de ce pays. Rothschild, Haïti ne mourra pas. Haïti ne mourra pas. Et suivant, voyez bien, ce qui est écrit, je pense que Haïti renaîtra de ses cendres. Et d'ici les années à venir, on peut toujours continuer d'espérer. Merci beaucoup, sénateur Salomon, d'avoir été l'honnête invité à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'intervenir à cette émission. Et toutes mes félicitations à RFM. Donc c'est une puissance au niveau du cadran. Merci. Alors, nous avons avec nous en ligne de Montréal le professeur Julien Torel, spécialiste des questions américaines. On va évidemment parler de l'investiture de Donald Trump, qui est devenu le 45e président des États-Unis d'Amérique. Professeur Torel, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu sur RFM. Bonsoir. Alors, professeur Torel, donc on a eu vendredi l'installation de Donald Trump comme 45e président des États-Unis d'Amérique. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des anciens présidents George Bush, Bill Clinton. Bill Clinton qui était accompagné de sa femme Hillary Clinton, qui a donc été battue par Donald Trump lors de ces élections. Alors, comment vous aviez vu rapidement cette cérémonie d'investiture, professeur Torel? C'est un moment fort dans la vie politique américaine dont on voit que la chorégraphie, la mise en scène a pour but de montrer à la population américaine, mais aussi à tous les spectateurs
étranger, si on peut dire, que cette démocratie fonctionne notamment parce qu'elle favorise une transition, une transition pacifique du pouvoir entre, en l'occurrence, le président Obama et le nouveau président Trump. Mais au-delà de l'aspect symbolique, qui est encore une fois quand même très fort, qui fait de cette cérémonie-là un moment important dans la vie politique américaine, cette investiture de Donald Trump restera dans les mémoires marquée par un discours du président, donc du président Trump, qui n'était pas à la hauteur finalement de la symbolique de ce moment-là, parce que c'est un discours qui est encore resté très hargneux, très virulent, très vindicatif. On avait encore l'impression d'avoir Donald Trump en campagne électorale, parlant à sa base, cet électorat blanc insatisfait par rapport aux élites, qu'elles soient médiatiques, politiques, économiques et financières aux États-Unis. On n'avait pas le sentiment de voir un président Trump cherchant à réunifier le pays après une campagne électorale qui a été quand même dure et qui a divisé fortement l'électorat américain. Alors, professeur Tourelle, l'un des quand même points forts du discours de Donald Trump, c'est quand il a déclaré hier l'Amérique aux Américains. Est-ce que ça voudrait dire que Donald Trump souhaite tourner le dos au monde? C'est l'une des craintes qu'on peut avoir en effet dans ce discours très nationaliste, décidé à réaffirmer la prérogative des intérêts américains sur la scène internationale. Alors c'est dans le droit fil des propos que Donald Trump tenait lors de sa campagne, et notamment en dénonçant les accords de libre-échange, notamment en affirmant qu'il n'était peut-être plus de la responsabilité des États-Unis d'assurer la sécurité sur la scène internationale et notamment de protéger des alliés que Donald Trump estime suffisamment riches pour voir à leur défense. On peut penser notamment aux alliés européens. Et c'est vrai qu'avec ce discours marqué par l'America First, ce discours d'investiture, on peut craindre une forme de repli de l'administration Trump sur le territoire américain, mais on peut également déplorer une vision assez simpliste du monde et surtout une vision qui est en rupture complète avec la tradition de politique étrangère depuis la fin de la Deuxième Guerre en 1945, tradition de politique étrangère qui est caractérisée par un engagement des États-Unis soutenu dans le monde, que ce soit à travers une politique de défense et des alliances avec des alliés, mais aussi à travers une politique commerciale qui favorise les accords de libre-échange, parce que ces accords de libre-échange sont quand même, quoi qu'en dise Donald Trump, une condition essentielle à la croissance économique aux États-Unis et donc à la création d'emplois pour les Américains. Alors justement, vu l'état de la situation sur le plan géopolitique, alors on se demande est-ce que les États-Unis peuvent-ils se décider à se replier sur eux-mêmes alors que on voit vraiment tout ce qui se passe à travers le monde? Et ça va être très difficile pour le président Trump de complètement isoler de nouveau les États-Unis dans le monde. Et là, on sent poindre quand même des contradictions dans son discours ou à tout le moins dans ses ambitions. Donc, un président Trump soit par exemple assez peu enclin de travailler avec la communauté internationale sur la question des changements climatiques, c'est pas très surprenant, mais dans le même temps, il a encore affirmé dans son discours d'investiture hier, il veut que les États-Unis mènent la lutte contre l'islamisme radical et éradique notamment le groupe État islamique qui sévit en Irak et en Syrie. Donc les États-Unis, s'ils veulent mener à bien cet objectif-là, devront être engagés non seulement militairement à l'étranger, mais devront aussi nouer des alliances. Le problème du discours de Donald Trump, encore une fois, c'est surtout en matière économique et commerciale, où il a une vision très mercantiliste d'un jeu à somme nulle du commerce et de l'économie internationale, qui traduit pas à tout le monde dans son discours une compréhension très très pointue non seulement du fonctionnement de l'économie mondiale, de la mondialisation, mais qui ne traduit pas aussi une compréhension très précise de l'économie américaine qui dépend encore une fois très largement de cette ouverture des marchés internationaux depuis maintenant au moins 70 ans. Alors, autre point, il y a quand même aussi la question russe, professeur Julien Tourelle. Oui, alors ce dossier de la relation avec la Russie est à l'ordre du jour et dominant dans les débats politiques américains depuis au moins l'élection de Donald Trump et les révélations, avant l'élection, des tentatives d'ingérence russe dans le processus électoral américain. Ça va rester
un élément de discussion dans les semaines à venir, dans la mesure où les services de renseignement d'une part et le Congrès d'autre part ont décidé de poursuivre des enquêtes pour essayer de précisément comprendre ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, c'est quand même un aspect intéressant des objectifs de Donald Trump, cette volonté de renouer un dialogue constructif avec la Russie. Alors, Obama, quand il est arrivé à la Maison-Blanche en 2009, avait également cet objectif-là. Ça s'est pas concrétisé totalement. Peut-être que Donald Trump aura une personnalité qui s'entendra mieux avec celle du président russe Vladimir Poutine, et que ça leur permettra peut-être de rapprocher les deux pays, notamment d'avoir une coopération en Syrie dans la lutte contre l'État islamique. Mais au-delà de cette relation personnelle qui pourrait être certainement meilleure, il n'en demeure pas moins qu'il y a des rivalités géopolitiques entre les deux pays, qu'il y aura des tensions. Et à cet égard-là, on ne peut pas quand même imaginer, par exemple, que les États-Unis du président Trump abandonnent complètement l'OTAN et les alliés européens pour faire plaisir à la Russie de Vladimir Poutine, et que lui, Vladimir Poutine, aimerait voir l'OTAN se fragiliser, se liquéfier, et aimerait voir aussi l'Union européenne affaiblie. Donc, comment Donald Trump va gérer cette relation, ça reste quelque chose de très compliqué, mais qui va quand même marquer sa présidence, au moins dans ce premier temps. Alors, professeur Julien Torel, pour revenir sur la question de Donald Trump, à savoir les Américains d'abord, America First, est-ce qu'on peut dire, par exemple, pour des pays en voie de développement qui dépendent un peu de l'aide américaine, est-ce qu'on peut dire qu'on devrait qu'on devrait être un peu préoccupé par un tel discours, jugé pour le moins populiste? Oui, on peut être préoccupé, notamment lorsqu'on s'intéresse ou qu'on est tributaire de l'aide au développement des États-Unis, parce que, bon, d'une part, Donald Trump a pas l'air d'avoir un intérêt très poussé pour l'aide au développement. Encore une fois, ça va dans sa vision très générale d'une redéfinition assez étroite, finalement, de l'engagement américain dans le monde. Mais par ailleurs, cette aide au développement, historiquement, aux États-Unis, ça sert souvent de variable d'ajustement budgétaire. On sait que Donald Trump veut multiplier certaines dépenses, notamment en infrastructure. Il a dans le même temps promis de réduire les impôts et d'avoir un budget équilibré, ce qui devrait le forcer à faire des choix budgétaires, à couper dans certaines dépenses, et à cet égard-là, tout ce qui touche l'aide au développement, donc l'aide des États-Unis à des pays un petit peu plus pauvres, pourrait être affecté, et les fonds pourraient tout à fait être diminués de façon significative. Alors, comme je dis, certains pays, notamment Haïti, où l'aide américaine est quand même très importante. Oui, tout à fait. Et Haïti pourrait, si Donald Trump met concrètement en œuvre ses ambitions politiques, ce qui est encore évidemment loin d'être le cas, il arrive à peine à la Maison-Blanche. Il aura aussi autour de lui des conseillers, notamment sur les questions de politique étrangère, qui ont quand même une vision un petit peu plus subtile et élaborée que lui. On peut penser au secrétaire d'État ou au secrétaire à la Défense John Mattis, qui sont aussi des personnalités fortes, qui n'hésiteront pas à tenir tête, à mon sens, au président, et qui donc peut-être parviendront à le convaincre d'une nécessité, encore une fois, d'un engagement persistant des États-Unis dans le monde. Par contre, encore une fois, tout ce qui est aide au développement, traditionnellement aux États-Unis, on s'en sert comme une variable d'ajustement budgétaire. On ne peut pas s'attendre à une augmentation des fonds. On peut craindre une réduction de ceci, d'autant plus qu'outre cette présidence républicaine, les républicains ont la même mise sur le Congrès, et là aussi, traditionnellement, il y a des gens qui n'aiment pas trop l'aide au développement parce qu'ils n'en perçoivent pas nécessairement les bienfaits immédiats, et pourraient donc être tentés de couper les fonds. Professeur Julien Torel, l'autre thème abordé par Donald Trump, le nouveau président américain, dans son discours, il a dit qu'il faut rendre l'Amérique aux Américains. Il a aussi souligné la nécessité d'assécher le marécage de la corruption à Washington. Donc il s'attaque très fort, on peut dire, à l'élite washingtonienne. Oui, et c'était probablement les éléments les plus stupéfiants de son discours, et peut-être les plus dérangeants, cette attaque virulente contre la classe politique américaine, qui était quand même réunie autour de lui. Et cette image est tout à fait étonnante.
il est devant cette classe politique dont il dénonce les erreurs, les manquements, et dont il dénonce l'accaparement du pouvoir au détriment du peuple. Et là, il y avait clairement un populisme affiché, revendiqué de Donald Trump. Il le faisait depuis le début de la campagne électorale. On aurait pu s'attendre à ce qu'il modère ce discours-là, à ce qu'il, par exemple, essaye de se placer dans la lignée de ses prédécesseurs, dont il n'a d'ailleurs pas souligné le travail, ce qui est pourtant de coutume aux États-Unis, même si on a un différent avec son prédécesseur, on tient quand même à saluer les efforts qu'il a fait pour aider les États-Unis. Barack Obama l'avait fait en 2009 lorsqu'il a succédé à George W. Bush, et pourtant décelé si la situation dont il avait hérité à l'époque était catastrophique. Là, au contraire, Donald Trump a vilipendé la classe politique américaine, et il a décrit l'état d'un pays qui paraissait un pays imaginaire, même si tout ne va pas très bien aux États-Unis. Parler de carnage comme il l'a fait, parler de pays complètement en ruine, paraissait complètement surréaliste. Mais encore une fois, ça a dû mobiliser et satisfaire la base de l'électorat de Donald Trump. Or, il est président des États-Unis maintenant et c'est plus un candidat. On a vu, professeur Tourelle, l'une des premières mesures adoptées par le nouveau président américain concerne l'Obamacare. Est-ce que ça voudrait dire qu'il veut vraiment démanteler donc cette loi qui a été passée et promulguée sous l'administration de Barack Obama? Oui, alors ça c'est l'un des objectifs importants qu'il avait affiché tout au long de sa campagne. C'est également un objectif du Parti républicain depuis qu'Obamacare a été mis en place en 2010. Au Congrès, la semaine dernière, on a déjà adopté des premières lois qui visent à ce démantèlement de l'Obamacare. Mais ce qui est assez intéressant dans le décret qu'a signé, l'un des premiers décrets donc qu'a signé le président Trump hier, c'est sa volonté de un peu rassurer les Américains quant à son projet-là. Parce que Donald Trump, même s'il se réjouit encore une fois, promet d'abolir rapidement Obamacare, s'est engagé à quand même fournir une forme d'assurance maladie à tous les Américains, et son décret, son premier décret qu'il a signé hier, tend encore une fois à dire bon, voilà, on enclenche ce processus d'abolition d'Obamacare, mais on va aussi réfléchir à atténuer les effets négatifs, effets négatifs qui pourraient être très importants, comme l'a rappelé une étude du Congrès un peu plus tôt cette semaine, en évoquant que 18 millions d'Américains pourraient perdre leur assurance maladie si Obamacare était abrogé tout simplement du jour au lendemain. Donc là, Donald Trump va devoir trouver un équilibre entre sa promesse de campagne, qui est aussi celle des Républicains d'abroger Obamacare, mais l'idée aussi de trouver quelque chose qui améliore finalement l'assurance maladie aux États-Unis, parce que, aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a quand même des Américains qui trouvaient qu'Obamacare avait de bons côtés, notamment en élargissant la couverture maladie à une plus grande partie de la population. Dans son discours, le nouveau président américain, donc Donald Trump, il a parlé des jobs. Est-ce que c'est risqué de la part d'un président des États-Unis, vu la situation économique mondiale, même si quand même on a assisté ces derniers mois à une certaine reprise aux États-Unis d'Amérique? Est-ce qu'on peut dire que c'est risqué de la part de Donald Trump? C'est un discours risqué pour Donald Trump parce qu'il a promis de créer 25 millions d'emplois. C'est un chiffre colossal, c'est un chiffre particulièrement ambitieux, et évidemment en affichant très clairement cet objectif-là, il s'expose au risque que d'ici quelques mois, quelques années, et a fortiori à la fin de son premier mandat, on le juge à la lumière des emplois qu'il aura créés, et s'il n'a pas atteint cet objectif de 25 millions, évidemment on pourra dire qu'il n'a pas livré la marchandise. Alors vous avez raison de souligner que la situation de l'emploi quand même aux États-Unis s'est considérablement améliorée sous Barack Obama. Si on se fie par exemple au taux de chômage, en 2009, le taux de chômage dont Barack Obama a hérité lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche était d'à peu près 8%. Il a même atteint quasiment les 8% à la fin de l'année 2009. On parlait de millions d'emplois qui étaient détruits sous le début de la présidence de Barack Obama. Or, depuis maintenant de longs semestres, il y a une création d'emplois soutenue aux États-Unis. Le taux de chômage est à l'un des plus bas niveaux historiques, en dessous de 5%.
Mais la population américaine, et manifestement le résultat du 8 novembre le démontre, n'est pas totalement convaincue par cette reprise, par ces emplois, parce que les emplois qui sont créés sont peut-être pas aussi bien, aussi rémunérateurs que ne l'étaient les emplois qui ont disparu, et notamment des emplois qui ont été perdus dans le secteur manufacturier. Donc oui, le taux de chômage est relativement faible aux États-Unis, mais d'un autre côté, les emplois ne sont pas nécessairement de la même qualité que ceux qu'il y avait avant. Et là, est-ce que Donald Trump pourra, lui, créer de bons emplois rémunérateurs? Ça reste à voir. Le type de politique qui promeut laisse quand même un doute, laisse planer un doute. Donc, professeur Tourelle, on peut dire que c'est l'expectative à travers le monde suite à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, le 45e président des États-Unis d'Amérique. Oui, tout à fait. Et encore une fois, l'investiture et le discours d'investiture d'hier, bon, il y avait des incertitudes, il y avait des craintes avant ce discours-là. Elles ne sont, à mon sens, qu'amplifiées depuis hier et dans bien des capitales à l'étranger. On doit se demander comment on va gérer ce président. Que doit-on faire par rapport à des États-Unis qui, manifestement, veulent se replier sur eux-mêmes? Alors, ça peut susciter des craintes. Ça peut susciter aussi des tentatives d'en profiter, de profiter peut-être de la place laissée vacante pour affirmer sa position sur la scène internationale. C'est ce qu'on pourrait imaginer faire à Pékin ou à Moscou. Le nouveau président pourrait aussi, cette transition présidentielle pourrait donner à certains rivaux des États-Unis l'idée de provoquer pour voir comment on réagit. Et là, on peut penser à la Corée du Nord qui pourrait peut-être tester un missile intercontinental dans le cadre de son programme nucléaire. Mais ça peut, chez des alliés des États-Unis, aussi les inciter à se mobiliser parce qu'il y a une crainte commune. Et là, je pense essentiellement aux alliés européens qui, au lieu de passer leur temps à se diviser entre eux, auraient peut-être tout intérêt maintenant, face à cette présidence Trump, à relancer le projet de construction européenne pour faire de l'Europe, si vous voulez, une entité un petit peu plus autonome et quelque part une zone de stabilité et d'ouverture sur la scène internationale. Mais à cet égard, beaucoup de choses, beaucoup de travail reste à faire et c'est très incertain. Oui, tout au long de cette semaine, Donald Trump, il s'est engagé à unifier l'Amérique, rassembler l'Amérique. C'est jouable selon vous? Il n'a pas encore réussi à unifier l'Amérique. Encore une fois, son discours d'hier, son discours d'investiture n'a pas symbolisé une main tendue à ses opposants. Il suffit aussi de regarder la foule qui était quand même assez clairsemée, qui s'est présentée à cette cérémonie-là. Et on peut aussi constater que hier, mais encore aujourd'hui, probablement dans les jours prochains, il y a des Américains qui vont se mobiliser dans le cadre de manifestations pour dénoncer le nouveau président Trump et pour lui signifier que le pays est profondément divisé. Et d'ailleurs, c'est le nouveau président qui arrive en poste avec le taux de popularité le plus faible des 40 dernières années. À peine 40% des Américains ont une opinion favorable du président Trump. Et pour vous donner un ordre d'idée, 40% d'opinion favorable, c'était le niveau plancher sous la présidence Obama. Obama n'était jamais descendu, ou très peu, pendant très peu de temps, en dessous des 40%. Donc, Donald Trump n'a pas eu de lune de miel. Donald Trump n'a pas vraiment tendu la main à ses adversaires et s'est pas montré comme un président rassembleur. Et ça laisse augurer qu'une présidence qui va être fortement contestée, non seulement par une partie significative de l'opinion publique, mais peut-être si les prochains mois par des membres du Parti républicain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Congrès, la Chambre des représentants, on va être en élection dès 2018, et si le président Trump est trop impopulaire, même les candidats républicains voudront s'en démarquer et pourront être amenés à le contester. Alors donc il n'arrive pas à porter son costume de rassembleur selon les analystes. Alors concernant Barack Obama, que va-t-on retenir de lui? Donc il a annoncé la création de la fondation Obama. Oui, on va retenir plusieurs éléments. Tout d'abord, le fait quand même, il est bon de rappeler que c'était le premier président afro-américain à arriver à la tête des États-Unis. Ça a été quand même une réalisation historique sans doute remarquable. On pourra également retenir sa personnalité, quelqu'un de très cérébral, de très posé, de très optimiste aussi,
qui est confiant par rapport à la qualité du système politique américain, à la capacité de la démocratie américaine de surmonter les défis, de surmonter les crises, par exemple, comme celle qu'on pourrait vivre avec la présidence Trump. Alors, cette personnalité posée, ce caractère très cérébral, a des avantages, mais a eu aussi des inconvénients au cours de sa présidence, où on a pu dénoncer certaines tergiversations dans des dossiers, comme la réforme de la santé, comme l'intervention ou la non-intervention en Syrie, par exemple. Et le troisième élément qu'on peut retenir, c'est qu'au-delà de cette personnalité flamboyante, au-delà du caractère historique de sa présidence, son héritage est somme toute très fragile, puisqu'on voit déjà le président Trump commencer à les détricoter, que ce soit Obamacare, que ce soit la lutte contre les changements climatiques. Et ce qui était intéressant, lorsqu'on a écouté la dernière conférence de presse du président Obama le 18 janvier, c'est qu'il ne traduisait pas une sorte d'acrimonie ou de désespoir ou de désillusion quant à son héritage. Il considère que c'est les aléas de la vie politique aux États-Unis. Son successeur va peut-être revenir sur certaines de ses politiques, mais au-delà de ces cycles politiques, il a exprimé une confiance envers la société américaine, notamment les jeunes, pour aller vers de plus en plus de politiques progressistes. Et peut-être le message, en fait, qu'il faut garder dans une période où on craint beaucoup l'arrivée de Donald Trump, c'est de dire que les États-Unis sont un pays divers, sont un pays varié, sont un pays fort, avec une démocratie qui est quand même saine, même si elle est loin d'être parfaite, et que ce seront peut-être 4 années difficiles avec le président Trump, mais que l'Amérique pourra rebondir et surprendre de nouveau positivement sur la scène internationale. Alors, merci beaucoup, professeur Julien Torel, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de l'investiture de Donald Trump, le 45e président des États-Unis d'Amérique. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des questions américaines et vous êtes professeur à l'Université du Québec à Montréal, donc spécialiste des questions américaines. Merci beaucoup de vos commentaires. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle qu'on a eu 2 invités aujourd'hui, le vice-président du Sénat de la République, le sénateur Jean-Marie Junior Salomon, et Dr Julien Torel, spécialiste des questions américaines. La rediffusion de cette émission est à 5h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.